Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, La Fosse au Lion. Donc, aujourd'hui, nous allons parler dans La Fosse au Lion euh, du libéralisme planifié de Ahidjo, l'ancien président du Cameroun, au biaïsme. Nous allons un peu essayer de définir, bien que ce ne soit pas un mot, c'est un acronyme que ceux qui soutiennent plutôt BIA plutôt que le RDPC se sont donnés pour manifester cette distinction entre les deux soutiens. Il y en a donc qui sont purement RDPCistes, il y en a qui sont biaïstes et au sein du RDPC, il y a également des biaïstes. Alors donc c'est cette différence-là, enfin c'est pas de ça vraiment notre sujet, mais c'est plutôt effectivement donc le libéralisme planifié de Ahidjo au bialisme. Donc on va également faire l'itinéraire économique, on va dire économique camerounais parcouru, donc qui vont être parcourus bien entendu. Bienvenue dans la fosse au lion. Bienvenue. Bonsoir Valérie. J'essaie. Bonjour Edgar, j'essaie de placer ma caméra convenablement. Voilà. Je ne sais pas si... Encore et toujours ma tête. Oui, Henri, comment tu vas? Comment tu as Oui. passé la semaine? Ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai passé une bonne semaine. Euh, 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 voilà. Parce qu'on a décidé aussi de faire des, des, on a décidé à la Fosse Lyon d'aborder certains aspects qui sont plutôt des aspects économiques du Cameroun. On a décidé qu'on puisse apporter un peu plus d'éclairage à la lisibilité que les Camerounais ont de, de, de la réalité camerounaise, parce que faut rappeler qu'il est très, très difficile d'analyser des actions politiques hors de leur contexte, parce que la finalité de l'action politique est l'économie, la gestion du pays. Et on a tendance à faire que de la politique politicienne. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir analyser aussi les contextes économiques du Cameroun et analyser la, 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 allez, les effets de l'un sur l'autre, ce qui ne sont vraiment pas des effets de bord, parce que ce sont des fonctions, ce n'est même pas des effets de bord. Voilà. Donc, comme on a décidé de lancer cette partie de la fosse au lion avec des thèmes très intéressants, à la demande d'abord de tout le monde qui nous écrit, que toutes ces personnes doivent être remerciées maintenant, on a aussi décidé d'introduire un aspect, un éditorial à l'entrée du thème principal. Aujourd'hui, le thème principal serait le libéralisme planifié d'Ahidjo. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le mode de gestion d'Ahidjo avait été baptisé libéralisme planifié. On essaiera de comprendre pourquoi il a appelé ce mode cette économie libéralisme planifié. On essaiera d'expliquer tout ça à la lumière des réalités. Ça, c'était son mode. On va essayer de faire une transition sur ce qu'on va appeler pour l'instant le biaïsme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'analyser l'économie du Cameroun, la gestion du Cameroun, à la lumière de Paul Biya. Et on va, par cette transition, décortiquer l'héritage de Paul Biya et en déduire ce que c'est que le biaïsme, selon ce qu'on sent, selon notre propre sensibilité. Mais avant d'aborder ce sujet, qui a déjà été annoncé, qui est très très grave, on va faire un petit éditorial. On Le va tour de essayer l'éditorial, c'est le on tour de va essayer l'actualité. d'aborder les... Mais Henri, qu'est-ce qui a marqué l'actualité cette semaine? Justement, 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 j'ai vu des choses qui étaient assez cocasses cette semaine. Par exemple, qu'est-ce que tu penses de la vidéo de Paul Biya, Madame Chantal Biya, de la levée des mains qui a été commentée de plusieurs façons? Quelle est ton appréciation
cette réalité? Comment tu as apprécié ça? Mais je dirais que nous avons, ça devrait être la chance pour tout le monde d'avoir une épouse aussi près de son mari, aussi avenante, aussi joviale. Ça c'est mon point de vue. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire, on sent une complicité. C'est rare de voir des couples présidentiels avec surtout une première dame qui ne se laisse pas, je vais dire, attachée, vous permettez l'expression, qui ne se laisse pas, j'ai envie de dire même impressionnée par le protocole. Elle y va selon sa nature, elle y va selon qui elle est. Moi, je trouvais ça, Mhm. en réalité, j'ai trouvé ça mignon. D'accord, j'ai trouvé ça mignon et ça m'a rappelé un autre geste, on se souvient, lors de la fête de la jeunesse, on se souvient où elle avait arrangé le coussin de son mari. Moi, je pense que c'est des petites attentions que d'autres femmes d'État, je dirais, d'autres épouses de chefs d'État, peut-être ne se conformeraient pas parce que ce n'est pas protocolaire. Vous voyez? Donc, c'est une femme Mhm. qui est plutôt, qui est naturelle, qui est elle-même. Et je pense que n'importe quel homme aimerait avoir une épouse aussi avenante. Ça, c'est mon point de vue au vu de ce que j'ai vu. Moi, ça m'a arraché un sourire et je dirais que ça m'a rendu une belle pensée. C'est comme ça que je l'analyse. Oui, Mais je ne oui, sais pas si mon point de vue est en déphasage avec la réalité. oh oui, mais moi je veux aussi, je veux aussi m'essayer dans une interprétation. Évidemment, je vais essayer dans une interprétation qui n'est pas exactement la tienne. Heureusement, on a des points de vue différents. Euh, Mon interprétation de cette réalité est la suivante. Quand on observe bien la vidéo, quand on observe très très bien cette vidéo, on est épaté d'abord par. Moi, j'ai observé ceci. Je dis ma lecture des événements. Tout à Je fait. vois le chef de l'État en face, son épouse qui approche, qui se met derrière, qui se met derrière lui et qui soulève légèrement ses mains et qui les redépose. Et les deux vont lever les mains dans un synchronisme parfait. Tout à fait. Allez regarder très bien. Donc, quelqu'un qui. Bon, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre les deux bras du chef de l'État, elle va les soulever légèrement et puis elle va les relâcher. Et les deux Vont donc vont se relever les mains. synchroniser pour relever les bras. Moi, j'ai l'impression que mon analyse est celle-ci. Ce geste-là a été répété parce qu'il fallait laisser l'image des deux personnes en train de dire au revoir. Ça, c'est mon analyse. Oui, 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 c'est peut-être une analyse, mais moi, je C'est pense une que, interprétation. mais je C'est une pense que interprétation. ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas l'air d'une mise en scène parce que ça fait partie de la nature du personnage de Madame Chantal Biya, de Madame Chantal Biya. Ça fait partie de son, ça fait, en fait, on mettrait quelqu'un d'autre à cette place que ça ne donnerait pas. C'est comme, en fait, elle a dû avoir cette idée, mais écoutez, on va lever les mains en même temps, puisque le chef de l'État avait levé les mains, elle avait levé les mains. Ensuite, elle vient lui dire peut-être, bon, levons les mains ensemble. Et elle essaye pour lui montrer le geste. Et ensemble, puisqu'elle est derrière lui, il ne le voit pas. Il ne la voit pas autant pour moi. Ensuite, les deux lèvent les mains dans un salut qui fait un mu avec la foule. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça attachant. J'ai trouvé ça, comme je dis, mignon. Oui, mais je suis tout à fait d'accord, hein. Mais je veux dire que on voit là une dame moderne. Et parce qu'elle est moderne, elle a déjà l'habitude de la notion de l'image. Et elle va vouloir laisser une image. Je n'ai pas dit que c'est pas sincère. Oui, oui, je comprends, je J'ai comprends. dit que c'était moderne. Et évidemment, en dame moderne, elle a préparé la geste. Elle sait comment communiquer avec les gens dans une. Et moi, je suis persuadé qu'ils voulaient laisser tous les deux une image où ils sont en synchronisation. Et ils Avec, ont, je ne dis pas que ce n'était pas sincère, mais je dis qu'ils se sont préparés. Mais moi, je crois que quand elle a voulu donner le signe pour qu'il lève les bras, elle l'a donné un peu moins discrètement que prévu. oui, Et les gens ont vu. mais c'est ça le truc mignon. Ça veut dire qu'elle ne se gêne pas à faire, oui, est-ce que tu peux lever les mains? Non, elle dit, écoute, même si tu ne veux pas là, levons. C'est comme, Ben moi je voilà. dis, je dis c'est une complicité, d'abord entre un homme et son épouse, d'abord, en dehors du fait qu'il soit le couple présidentiel. Moi, c'est l'image que ça m'a marqué pour qu'on sorte un peu du protocole. Parce que vous savez, à une époque, Henri, tu vas te souvenir, on a l'impression que un chef de l'État, son épouse,
sont comme emmurés dans un coffre-fort d'images. C'est-à-dire où rien ne laisse paraître, rien ne laisse transparaître. Alors qu'ici, à l'inverse, nous avons une femme qui est proche du peuple, qui se laisse aller, qui est en fait qui est humaine. Moi je dis, c'est une femme qui est humaine. On peut cacher le naturel, mais en fait, elle, ce naturel, on va dire que c'est plus fort qu'elle, et c'est ça que les Camerounais apprécient. Et d'ailleurs, ça me ramène, c'est vrai que parler de quelque chose d'aussi jovial, mais il y a également quelque chose qui est amusant. Est-ce que tu as écouté la réponse de Richard Bona à son ami Ngana? Bon, oui, mais là, c'était très amusant aussi. C'était les. En fait, moi j'ai pris connaissance de la réponse parce que j'ai vu sur le mur de Madame Béala une écrivaine confirmée qui a déjà. Voilà. Je vois sur son mur parce qu'on est amis Facebook et je suis abonné à ses publications et je vois qu'elle apprécie la qualité littéraire d'une phrase. Donc, mais je vais donc regarder la phrase et je vois là. euh, je vois qu'est-ce qu'il a écrit. Il a dit le- la pluie de tes attaques n'atteint même pas le parapluie de mon indifférence. Et puis évidemment, je me suis arrêté Mais c'est presque sur- poétique. C'est Mais presque oui, mais poétique. La pluie de tes attaques. C'est-à-dire, puisque vous savez que c'est un monsieur qui a une langue de vipère, si vous me permettez l'expression, et qui diffuse donc ce venin-là à tout vent. Et voilà donc un monsieur qui est victime de ces attaques-là, qui va lui donner une réponse carrément poétique. On a presque envie de l'écrire, on a presque envie de la chanter. La pluie de tes attaques n'atteigne pas n'atteint l'indifférence, pas le parapluie de mon indifférence. le parapluie de mon indifférence. C'est-à-dire, en fait, au quartier, on dit souvent que on dit souvent qu'on répond aux imbéciles par un coup de silence. Mais je pense qu'il a voulu donner un peu plus de hauteur. Il a voulu donner un peu plus de hauteur et dans un style qui lui est propre, bien que lui-même soit un peu vénéneux, parce qu'il s'est également illustré ces derniers jours-ci par une sorte de collusion avec d'autres aigris haineux pour se lancer également dans la cabale. Mais n'en demeure pas moins que cette réponse-là est une réponse que je trouverai le moyen de la replacer pour quelques aigris haineux qui passent le temps, mais cette fois-ci pour des menaces de mort qui nous sont envoyées de part et d'autre. Je pensais que je trouverais également une phrase qui fasse tache d'encre. On trouvera et on en parlera dans l'actualité de la semaine prochaine. Il y avait autre chose également. Oui, mais attends, moi, j'ai pas fini. Je conclus sur cette phrase-là que j'ai trouvée, parce que ce qui m'a frappé le plus, c'était on avait envie de dire, le guitariste donne une leçon de littérature à l'autodéclaré écrivain. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le bassiste est en train de dire, OK, moi, je vais te dire ce que c'est que de la littérature. Bon, même si j'ai pas bien, j'ai réfléchi beaucoup parce que je n'ai pas bien saisi l'allégorie tout de suite. Là. Je n'ai pas saisi l'allégorie tout de suite parce que moi, j'aurais par exemple dit, ben, le parapluie de mon indifférence m'abrite de la pluie de tes attaques. L'allégorie aurait été beaucoup plus évidente. Mais là, non, il a à la fois introduit dans l'allégorie une sorte d'opposition. Et j'ai réfléchi sur la phrase là, je me dis, mais est-ce qu'il fait exprès ou il a vraiment voulu faire ça? Auquel cas, c'est aussi non pas seulement un bon bassiste, mais un bon littéraire. Mais il s'adressait quand même à un pseudo-écrivain. Parce qu'il faut dire, il s'adressait quand même à un pseudo-écrivain et il fallait qu'il lui mette un peu de teneur, un peu de substance Voilà. et aussi de consistance. Et je pense qu'il a reçu son coup. C'est une phrase que je ne manquerai pas de citer à quelques occasions, mais je lui donnerai bien entendu la paternité de ses propos. Voilà, les droits d'auteur. Mais c'était très cocasse. Moi, j'étais très, très cocasse de voir que c'est le guitariste qui avait une prétention littéraire dans ses propos et celui qui se disait écrivain qui a été dans plutôt des propos allez, vulgaires, quoi. C'est pas Vulgaires dans le sens de. les productions d'excréments verbal et injurieux, on va dire ça comme ça, donc puisqu'il est diffusé à tout vent, mais en fait, lorsqu'on manque d'intérêt
pour la dignité humaine, c'est sûr qu'à un certain moment, peu importe le talent qu'on peut avoir, que ce soit, peu importe le domaine, ça finit par se fondre on va dire, dans la mer, par mer ici, je vais dire étendue d'eau, mais ici, je veux parler plutôt dans la mer de sa mauvaise foi. Dans la mer de sa mauvaise foi, donc plus rien de bon ne peut en sortir. Donc, c'est important. Mais dans l'actualité, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'a marqué? Disons que moi, j'étais dans l'actualité, je me saisissais de quelques faits qui étaient cocasses parce que je les trouvais un peu amusants, je les trouvais un peu drôles, parfois au sérieux, parfois tristes, parfois sombres, qui ne prêtaient pas forcément à rire. On a Mais eu l'affaire du bébé. oui, c'est ça. Pendant Euh, que tu parles de tristesse, justement, ça nous ramène à cette affaire de bébé là, qui nous a tous émus. euh, Parce que c'est vrai. Mais je vais te laisser d'abord développer un peu de ton point de vue. Et puis, c'est vrai que, mais déjà, toutes nos sympathies à la vraie famille de ce bébé-là, parce que le Cameroun a perdu un enfant, ce qui est regrettable. Les gens ont voulu en faire un certain déguisement malheureux et qui puis au passage écorné l'image de l'armée camerounaise. Il s'est avéré qu'effectivement c'était un fake news et c'est vrai que ça nous a interpellés, ça a interpellé la plupart des Camerounais. Mais moi je dis toujours c'est bien d'avoir un peu de recul. Et avec le recul que nous avons dans le réseau des Patriotes, ça nous a permis d'avoir peut-être pas encore toute la vérité, mais d'avoir au moins des points de vue divergents, d'avoir une réalité autre que celle qui a été diffusée. Et puis, peut-être, je te laisse d'abord donner un peu ton appréciation lorsque tu as vu cette vidéo-là. Ensuite, on va donner les informations que nous détenons pour le moment. Disons que c'était un événement triste. Ce que j'ai trouvé très attristant, au-delà de la tragédie humaine, c'est quand on accuse l'armée d'avoir tué un bébé. C'est-à-dire que même si le militaire là est bête, même s'il est con, je ne vois pas l'intérêt pour un militaire de tirer sur un bébé et de laisser le... Voilà, je veux dire, ceux qui ont fait cette interprétation étaient... C'est-à-dire que ça ne se justifiait pas. Un bébé ne peut pas représenter un danger, quel qu'il soit. Et même si ce militaire est bête, on peut pas... C'est-à-dire, cette interprétation est suffisante pour dire à quel point les gens peuvent être de mauvaise foi. Et ça ajoutait au drame, à la tragédie, ça ajoutait le méprisable. Je ne peux pas accepter que l'armée camerounaise, et même quelle que soit, même l'armée nazie, je veux dire, à la limite, on m'aurait dit que l'armée nazie a fait ça parce que le bébé était juif. Je comprendrais, ça aurait une explication. Là, pour moi, il n'y en a aucune. Donc, en aucun cas, on peut aller soupçonner l'armée de faire ça, quel que soit. Il faut vraiment qu'on soit tordu de l'esprit pour en arriver à soupçonner que c'est un fait de l'armée camerounaise. Et puis, bon, et puis il y a eu d'autres interprétations que je te laisse donner. Oui, effectivement, donc c'est vrai que c'était, mais déjà pour revenir à ce que tu disais, il faut dire que ces aigris haineux-là qui veulent Juste exploiter. une petite minute. Il y a un monsieur avec certainement un faux profil qui écrit Monsieur Ondoa François, Henri est bon, mais là, s'il préfère l'huile de sardine. C'est un des rares sardinards dans la diaspora intelligent, aime bien écouter ses compatriotes. Mais oui, mais si tu aimes écouter, il faudrait peut-être qu'on discute un peu, franchement, que tu poses des vraies questions et que mais ça ne sert à rien alors de dire que... Parce que là, tu es en train d'avouer que l'huile de sardine rend intelligent. Bon, c'était une parenthèse. Bonsoir, Oui, monsieur Ondoa. Mais viens c'est avec ton vrai nom, c'est mieux. c'est pour dire que ça ne sert à rien de rester cloîtré. Ça veut dire que tu apprécies la pertinence des idées, mais tu refuses son appartenance à la patrie. Ben, ça peut se discuter Non, oui, aussi. voilà. Parce que quand il me dit que je suis sardinard, c'est pas vrai, monsieur Ondoa. Je n'appartiens pas au RDPC. J'ai jamais eu la carte du RDPC. Oh, non, 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 Non. mais Cardinal, mais non, Cardinal, c'est tous ceux qui ne supportent pas le nom au hold-up, là. C'est tous ceux qui Ah, ne ok, supportent d'accord, pas la d'accord. haine. Donc, tu es un D'accord. Sardinal pur dur, là, crois-moi. Donc, ça, on n'y peut rien.
Oui, et ça me ramène justement à cette... parce que ça, ce n'est pas un fait divers, parce il y a une vie qui a été enlevée. Et ce qui est dramatique, ce n'est pas seulement le fait qu'on ait voulu faire porter le chapeau ou alors qu'on ait voulu accuser l'armée. Ce n'est pas ça qui est dramatique. Le Mhm. drame ici, c'est la perte de cet enfant-là. C'est ça qui est Mhm. dramatique et c'est ça qui nous incite à parler. Sinon, l'armée camerounaise a une cellule de communication. Mais nous, en tant que patriotes, il est notre devoir de rétablir la vérité ou alors de poser une version qui est visiblement erronée, fake, à part une autre version qui, pour l'instant, est en confirmation et qui semble avérée. Donc, en fait, ce qui serait arrivé, et je parle aux conditions, ce qui serait arrivé, c'est que cet enfant a eu le malheur d'appartenir, aurait eu le malheur d'être, on va dire d'appartenir, oui, d'appartenir à un monsieur qui, à un certain temps, ou alors a combattu avec les Ambazoniens. Il aurait donc déserté ces combattants ambazoniens pour sortir de la brousse. Et ses anciens compères seraient donc allés le chercher. Ne l'ayant pas trouvé, ils ont décidé rien de moins que de se venger sur un bébé naissant, sur un bébé naissant et au passage faire accuser l'armée camerounaise. Et ce qui m'a également interpellé, la vidéo qui circule, qui a fait qui a fait couler des larmes, je le dirais, et aussi beaucoup de clics. Euh, euh, il y a également eu un reportage a fait la chaîne, je ne voulais pas être sûr de me tromper, je pense que c'est Equinox, qui a fait un reportage. Mais dans le reportage, on se rend également compte que la dame de la vidéo qui a été publique, donc qui a été filmée sur le vif, et celle interviewée par Equinox ne sont pas la même personne. Ouais. Donc, c'est-à-dire que celle de la vidéo a des cheveux et tout, et puis un Mhm. peu plus corpulente, avec un visage plutôt en triangle. Et l'autre dame a un visage un peu plus rond, avec les cheveux courts, vraiment du type de coiffure qu'on voit plus de l'Ouest. Donc, c'est deux personnes totalement différentes qui démontrent encore là le manque de sérieux de certains médias, même traditionnels. Sur Facebook, on pourrait encore tolérer qu'un activiste se trompe et donne une information erronée, mais pour des journalistes qu'on veut prenez l'exemple, ce genre d'erreur, ce manque de vérification, je trouve que c'est un manque de professionnalisme et c'est surtout au vu de la situation, je trouve que c'est insultant pour la population camerounaise qui les écoute en pensant avoir des informations. Que ce soit nous qui leur donnions des informations, qui donnons des informations aux patriotes ou aux Camerounais, je trouve que c'est dommage, ce n'est peut-être pas notre rôle, mais nous allons le faire tant que ces médias traditionnels-là ne feront pas leur travail. Ne feront pas leur travail. C'est clair que là, on a vraiment une absence de une. Partagez, s'il vous plaît, que quelqu'un de la régie me donne le nombre de partages. Et puis, oui, que quelqu'un de la régie me donne le nombre de partages, s'il vous plaît. Avant qu'on attaque dans l'actualité, dans l'éditorial des sujets de la semaine, partager de façon à être au maximum Tout à fait. Alors, connecté. leur petit prête partager au maximum. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage et j'espère vraiment que ce genre de situation ou même ce genre de vengeance, je voudrais que, même aux Ambazoniens, je voudrais leur dire une chose. Chacun est libre de choisir son combat. Chacun est libre de choisir son camp tant qu'il le fait dans le respect des lois, déjà en dehors des lois du pays, des lois humaines, les règles de vie humaines. C'est-à-dire, un enfant n'a rien à voir dans un conflit. Un bébé n'a rien à voir dans un conflit. Et comme je disais tout à l'heure, j'avais éliminé ce volet accusation de l'armée. Mais accuser l'armée, ça rentre encore dans leur dessein. Le dessein qui est de ternir l'image de l'armée pour créer plus de frustration, plus de haine au sein de la population du nord-ouest et du sud-ouest, pour en plus, donc, pour de surcroît, faire
remettre le dossier sur la table des organismes, des organismes internationaux. Donc, je pense que c'est petit, c'est mesquin, Oui, c'est sale. oui. Hein, comme je dis souvent, c'est même au-delà de ça, ce qu'ils espèrent en réalité, c'est qu'il y ait une Je te laisse opposition. continuer, j'arrive. Je disais donc que ce qu'ils espèrent, frontale entre Camerounais, que cette opposition frontale en arrive à la... Oui, bon, bonsoir Diamant, comment tu vas? Bonsoir Ricardo. On est juste au début, on est là depuis 15 minutes. On a décidé que, avant d'attaquer le sujet de fond, qu'on fasse un petit tour de l'actualité de la semaine en attendant que les partages soient faits et qu'on soit assez nombreux pour attaquer le lourd du sujet, c'est-à-dire l'analyse du libéralisme planifié qui était le système, la façon dont on avait appelé le système de gestion économique du premier chef d'État, Amadou Ahidjo. Le but de ce direct, c'est de ça, euh, analyser ça, et puis en déduire l'héritage du point de vue économique et social de M. Paul Biya, du président actuel, et de voir quelles sont les marges de manœuvre qu'il avait et, et en déduire, analyser le biaïsme, en déduire le biaïsme et pouvoir avoir une opinion de ce que c'est. Ça, c'est le but du direct. Mais en attendant de rentrer dans le vif du sujet, on a décidé de traiter les sujets de la semaine de façon cocasse, de voir ce qui a été dit, les vidéos qui ont circulé. Bonjour, monsieur Koulaba de l'EPC. C'est gentil d'être là, c'est gentil d'être des nôtres pour cette grande soirée analyse économique à la fosse au lion. Donc, voilà. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais Henri, j'ai l'impression qu'on t'évacue à chaque fois que je bouge, hein? Oui, Henri, sors, tu reviens. Henri, sors, tu reviens. Mais en fait, ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est que ce genre d'attaque, ce genre de propos, en réalité, ça transperce vraiment le parapluie de nos indifférences. Oui, parce que ça ne peut pas et ça ne saurait ça ne saurait nous laisser indifférents. Donc, c'est une grande tristesse. Et puis, alors, c'est ça qui couronnait peut-être l'actualité. Et nous allons maintenant rentrer dans Henri, si tu peux sortir et revenir, parce que là, il n'y a plus de caméra. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils réussissent à t'évacuer à chaque fois. Et puis, je vous donnerai également le numéro pour participer. Alors, pour participer à l'émission tout à l'heure, je vais vous donner le numéro.
Edgar, s'il te plaît, si tu peux épingler le numéro WhatsApp 581, le numéro WhatsApp 581, s'il te plaît. Le numéro du réseau 581, parce que je ne l'ai pas de mémoire. Ici, je vérifie. Oui, Henri, est-ce que tu peux nous renvoyer oui, que quelqu'un mette le deuxième numéro WhatsApp. Voilà, donc on a donc survolé ici un peu l'actualité, donc les faits marquants. Il y a également une vidéo de Steve Fa qui a été très intéressante. Je n'ai pas eu le temps de la voir jusqu'à la fin, qu'il a un petit truc qu'il a fait sur le billet, qui me semblait intéressant, donc une vidéo patriotique qui peut être très intéressante, que j'inviterai beaucoup à aller rencontrer. Laissez-moi juste appeler Henri pour comprendre s'il est seulement dans l'incapacité de nous rejoindre. Oui, j'appelle un peu Henri qui m'explique. Oui, Henri. Oui, allô? Oui, Henri. Je ne sais pas si échec d'appel. Parfait. Donc, on va attendre que Henri nous revienne. Donc, non, François Ondoa, en fait, personne ne te reproche de dire que tu t'appelles François Ondoa. Tu as le droit de prendre un pseudo ou même ça peut être ton nom. Mais de présumer que quelqu'un est un sardinat, de se croire un peu comme si il fallait être seulement d'une certaine caste ou alors revendiquer un certain nombre de choses bien que vous avez définies pour être intelligent. Non, l'intelligence ne se mesure par ça. Vous n'enlèverez pas l'intelligence. Je n'enlèverai pas, par exemple, l'intelligence du professeur Camto lorsqu'il s'agit de droit, lorsqu'on parle de droit. Du droit en général et du droit international en particulier. Personne ne lui enlèverait ça, même son expérience, personne. Mais il n'en demeure pas moins qu'il soit nul en politique. Donc, il faut faire la part des choses. Il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. L'opinion politique également, c'est une chose. Chacun a le droit d'avoir son opinion politique qui peut être différente de la nôtre. Ça doit être respecté. Maintenant, on peut critiquer cette opinion-là. On peut la critiquer, mais toujours dans un contexte qui doit rester identique, qui est le contexte des idées, qui est la discussion. Moi, je pense, enfin, de notre point de vue du réseau, c'est comme ça que nous combattons les aigris. On les combat pas en disant oh, tel a porté tel pantalon ou bien tel. Non. Lorsqu'ils font des arnaques, on va les attaquer sur la méthode qui est attaquée on va les attaquer sur les propos qu'ils tiennent, on va les attaquer là-dessus. Lorsqu'ils ils utilisent une méthode pour saboter l'image du Cameroun, oui, nous allons les attaquer sur les méthodes qu'ils proposent pour leur chassement. Oui, nous allons les attaquer là-dessus. Mais s'ils décident d'aller manifester, tout simplement manifester comme n'importe qui a le droit de manifester, peu importe l'idée, oui, ils en ont le droit. Mais s'ils vont manifester pour ternir l'image du Cameroun ou accuser les autorités camerounaises pour des choses qu'ils n'ont pas fait, là, il y a un problème. Ou attaquer certains leaders politiques, les autres leaders politiques, ils l'ont fait avec
avec plusieurs, je ne peux même pas les citer, mais enfin, ceux que vous avez, qu'ils ont utilisés comme marchepied, pourtant, il ne l'est pas, mais alors loin du monde. Je vais citer Cabral Libi, je vais citer Jean Mangos, qu'ils ont attaqué en créant toujours des histoires qui ne sont pas vraies. Donc, nous allons les attaquer sur les idées, sur les fake news qui sont distillées. Oui, nous allons le faire. Et puis, Henri, c'est bien que tu reviennes parce que là, on allait parler maintenant de, pas parler de lui, mais parler de l'article que un pseudo, parce que je dis pseudo parce qu'en fait, il n'est pas journaliste. Je ne me trompe pas, il n'est pas journaliste. Vous savez de qui je parle ici, J. Remingono. J. Remingono qui a signé un article dans un journal web qui lui appartient. Je ne le citerai pas ici parce que le but n'est pas de lui faire de la publicité. Donc, qui a accusé la brigade d'avoir reçu 20 millions, ou je ne sais pas, accusé, qui a déclaré que la brigade, une brigade aurait reçu 20 millions des mains d'un ministre au Cameroun. Et sauf que dans son article, effectivement, l'image qu'il a mis pour illustrer ses propos, c'est l'image du réseau. C'est l'image du réseau. Donc, il accuse une brigade d'avoir pris de l'argent, mais sauf que les photos qu'il publie, qui sont d'ailleurs des photos qui ne font pas partie de notre album, donc ça veut dire que les gens du réseau étaient suivis, et une photo qui a été publiée avec notre logo, donc une atteinte à notre image. Donc, ça, il faut également le préciser. Et je pense que, à part l'amateurisme, comment est-ce qu'on peut appeler ce genre, peut-être pas d'erreur, ou alors peut-être une erreur sur la personne à nous identifier avec notre logo du réseau, ou alors tout simplement une sorte de machination. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce genre d'acte avant qu'on arrive sur les décisions qui ont été prises au sein du réseau pour clarifier les choses? Oui, je m'excuse d'abord, je crois que j'ai été déconnecté sans que je ne le veuille. Là, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Ouais, Je... probablement. Tu sais que quand je ne suis pas là pour te protéger, ils sont capables de faire ce qu'ils veulent. Non, j'ai été déconnecté. Moi, je pensais que j'étais en ligne. Là, Oui, mais quand je reviens, je ne te trouve pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Henri? et OK. là, j'ai vu sur le PC que je n'étais plus connecté. Là, j'ai rien compris. Et ben voilà. Très bien. Oui, c'est une histoire assez bizarre. Quand moi j'ai pris connaissance de cette histoire, c'est-à-dire quand on m'a informé de ça, j'ai constaté, j'ai regardé l'image et tout, et là, j'ai rien compris. Je me dis, c'est pas possible. Quand on est journaliste, il y a un minimum de sérieux. Quand on a Non, des informations, quand on se déclare journaliste. oui. Moi, comme je ne connais pas le personnage, donc je vais pas en parler. Donc, j'ai vu un article de journal et on m'a dit que c'est un journaliste qui disait le réseau des patriotes est allé toucher de l'argent au Cameroun. Bon, comme moi, j'ai pas mis mes pieds au Cameroun et que voilà, et qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au Cameroun dans le réseau des patriotes, parce qu'il y a beaucoup de gens en back-office. Il faut bien le savoir. Donc, le réseau des patriotes, ce n'est pas que Bobson, moi, VP de Londres, Edgar Minasso. Il y a beaucoup de gens en back-office. Donc, ils sont choqués par ce genre d'informations. Donc, on s'est assis pour essayer de regarder ce que c'est. Ben, on se rend compte qu'en fait, il écrit réseau des patriotes. On te dit, ben, il a écrit, non, brigade des patriotes. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, il a pris la brigade des patriotes, mais l'image, c'était les membres du réseau des patriotes camerounais qui Voilà. sont deux organismes totalement distincts ici de Totalement par leur différent. structure et leur organisation. Voilà. Donc, j'étais un peu surpris par ça. Donc, je me demandais s'il a, pour écrire son article, j'ai essayé de me demander s'il a pris des informations comme n'importe quelle personne qui veut diffuser une information, on essaie d'avoir des sources. Donc, avant de dire que les gens ont pris de l'argent, je pensais donc qu'il a appelé quelqu'un du réseau des patriotes pour avoir l'information. Au moins qu'il. Allez, c'est le travail de quelqu'un qui se veut journaliste, en tout cas qui se déclare comme tel. C'est-à-dire qu'il appelle quelqu'un et dit, mais est-ce que j'ai cette information? Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre version des faits. Et Oui, là, je demande, on me dit qu'il n'y a eu personne. Je dis, mais c'est pas possible, vous ne le connaissez pas, appelez-le pour lui dire que il se trompe. On me dit, mais personne n'a son numéro. Je dis, mais attends,
Il a fait un article, il a pris votre photo, il a tapé, il ne vous a même pas demandé. Rien. Non. C'est Il quoi n'a pas ça, là, comme vérifié. journalisme? Et puis Mais après, on se rend compte qu'il y a des approximations. Il est en train de parler, d'attaquer un fils d'ancien ministre. Bah alors, dans le réseau, effectivement, déjà dans notre voilà. réseau, il n'y a aucun fils de ministre. Et encore que, quoique, être fils de ministre, ce n'est pas un tard. C'est-à-dire, n'importe qui a le droit de s'exprimer au même titre que tout le monde. Peu importe qu'on soit fils de président, fils de ministre, fils de sénateur, fils de n'importe quoi, on a le droit à son image. Donc, à un certain moment, il faut mettre la limite là. Exactement. Donc, après, je me rends compte, et c'est ça que j'ai trouvé un peu loufoque à la limite. C'est-à-dire, ce genre de choses, je suis toujours partagé entre en rire parce que c'est de la bêtise extrême, ou alors prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, c'est quand même loufoque quand on prétend écrire un article qu'on va diffuser, on prend, surtout quand on s'adresse à des gens, qu'on a pris la photo de ces personnes et qu'on a collé dans l'article, et il y a les gens qui sont sur la photo ne correspondent pas à la brigade dont ils parlent. Bah, Mais c'est-à-dire que c'est pas possible. c'est Donc, de je me suis dit, mais l'amateurisme. C'est de l'amateurisme, mais comme on lui connaît ce genre de, comme on lui connaît ce genre de déclaration tirée carrément du chapeau, je pense qu'il est temps que quelqu'un lui dise stop. Parce qu'il peut dire ce qu'il veut sur certains ministres au Cameroun, il peut dire ce qu'il veut sur certaines personnalités ou même sur certaines personnes, parce que les gens ont pris la plume pour devenir comme une sorte de chantage. C'est devenu du chantage qu'ils font à partir de la plume, parce que quelqu'un peut aligner deux phrases qui vont intéresser deux ou trois personnes. Il pense pouvoir s'en servir contre vents et marées. Alors, le fait que les photos et le logo du réseau des patriotes aient été utilisés dans cet article, qui ne nous est pas appelé pour vérifier les sources, pour vérifier, et que ces photos, d'ailleurs, comme je dis, ne font pas partie de notre album. Donc, ça veut dire que c'est une photo qui a été prise par une tierce personne. Nous avons décidé au sein du réseau, et tous les administrateurs le savent, nous avons décidé de mener l'affaire devant les tribunaux, du moins de poursuivre, d'aller un peu plus loin dans cette affaire-là pour pour que, à moins que la justice tranche. Nous avons décidé, donc, le processus a été engagé, donc il est temps qu'il soit avisé. Donc, l'article a été sauvegardé au cas où il la supprimerait. L'article a été sauvegardé parce qu'il est temps qu'on arrête de faire des choses comme à un certain temps. Le réseau des patriotes est structuré, organisé, de sorte que nous nous arrangeons à protéger chacun de nos membres, surtout lorsque nous organisons des manifestations comme cela, leur image est protégée par le réseau et ils arboraient notre logo. Et c'est une grave atteinte à notre image. Ce genre de déclarations font en sorte que les sponsors privés que nous pourrions avoir ont effectivement ou pourraient avoir effectivement de gros questionnements. Donc ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas laisser tomber. Oui, je dis Bakom, il ne s'agit pas de savoir si la plainte va aboutir ou pas, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que l'image du réseau et des personnes qui apparaissent sur cette photo-là soit réparée. Maintenant, je ne sais pas si tu es juge pour dire si elle aboutira ou pas, mais en France, notre association également est légalisée et la justice est là justement pour régler les litiges. Et ça, c'est un litige qui va devoir régler. Et au mieux, ça lui coûtera des frais d'avocat. Au pire, ça lui coûtera des dédommagements. Nous nous arrangerons que ce soit à la hauteur du crime. Donc, ok. ça, c'était pour parcourir l'actualité. Alors, donc, le numéro de téléphone, est-ce que quelqu'un peut le mettre là, le numéro WhatsApp? Parce que c'est un numéro que malheureusement, je n'ai pas par cœur ici. Attendez, je vais aller vérifier. Parce que Dans le vif du sujet. nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est même ça? Non, je ne connais pas le numéro. Edgar est là. Edgar, s'il vous plaît, affichez le numéro WhatsApp, là, pas celui de la dernière fois, le numéro WhatsApp.
Parfait. Alors, donc, en tout temps, on va rentrer déjà dans le vif du sujet. Donc, on parlait donc du président Amadou Ahidjo qui avait initié son plan d'action, son plan économique sous on va dire, le label. Le label. Ouais, c'est ça, Oui. sous le label du libéralisme Planifié. Planifié, du libéralisme planifié. OK. Donc, c'était quoi cette méthode cette méthode économique ou de gestion qu'il avait, on va dire, instaurée pour ses mandats? En fait, il faut d'abord expliquer aux gens que la notion de plan vient des républiques socialistes et soviétiques. C'est-à-dire que la notion de plan n'est pas une notion capitaliste. C'est-à-dire que les pays dits capitalistes purs et durs n'ont jamais lancé les notions de planification. Bon, derrière la notion de plan, ça voudrait dire qu'on lance des grands travaux, mais on lance des grands travaux planifiés sur une certaine période. Parce que ces grands travaux-là nécessitent parfois de gros investissements qui ne peuvent pas être couverts sur un budget. Tout à fait. Ça, c'est la notion. Voilà. Ça, c'est la notion initiale de planification. Et on retrouve alors dans cette notion de planification des grands projets, des grandes structures, alors que les pays de droite, c'est important qu'on en parle, parce que les gens vont mieux comprendre l'économie et les tenants. Ils vont mieux comprendre les tenants et les aboutissants d'une économie. Très bien. Donc, Ahidjo va donc, parce que nous sortons des indépendances, parce qu'en 1960, il n'y a pas de riches au Cameroun. Tout le monde est fils de paysans et on n'a pas de grands capitaux. Il n'y a donc pas une société, il n'y a pas d'investisseurs. En plus, en 1960, l'État est nouveau, les caisses de l'État sont vides, parce que l'État n'existait pas avant 1960, ce que beaucoup de gens ont souvent tendance à oublier. Il n'y avait pas un État camerounais avant 1960. Donc les caisses sont vides. En plus du fait que les caisses sont vides, nous avons quelques paysans qui peuvent payer. Ne nous aurait pas amené très très loin. Voilà. Donc, l'idée, je ne sais pas si elle est vraiment d'Ahidjo va venir, d'essayer de construire une économie avec ce qu'il a appelé le libéralisme planifié, dont le but était de créer des sociétés d'État, de porter le Cameroun. Oui, effectivement. Donc, qui était oui, OK. Je reçois énormément de messages inbox sur Messenger, c'est ça qui gêne un peu le truc. J'essaie de les fermer au même moment que je parle. OK, Donc, bon, voilà. Donc, c'était l'idée de Ahidjo, c'est-à-dire créer des sociétés d'État. Au départ de ces sociétés d'État, créer une sorte d'économie. Ça, c'est le départ de tout ça. Donc, et Ahidjo va alors créer, concevoir ce qu'il va appeler le libéralisme planifié. Mais on va en discuter. Est-ce que c'était vraiment l'idée d'Ahidjo et comment ça s'est fait? Toujours est-il que ce libéralisme planifié ne va pas être mis en œuvre en 1960. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Ce qu'on a appelé la guerre interne. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que de tous les pays d'Afrique francophone, le Cameroun est le seul où il y a connu une guerre où certaines personnes voulaient franchement l'indépendance et ça a conduit à la guerre. Qu'est-ce qu'on a appelé cette guerre-là? Cette guerre-là opposait les UPCistes qui voulaient une forme d'indépendance, on les appelait les radicaux, et les pro-français. Modérés, je ne sais pas si on peut les appeler modérés. Il faut dire qu'ils étaient pro-français. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est important de le signaler parce qu'eux, ils voulaient non pas rester sous la domination française d'une certaine façon, mais apporter une sorte de continuité sur la gestion du colon. Non, tu es gentil. Tu es gentil. Ils ne voulaient pas. Donc, ils ne voulaient pas sortir de la colonisation. Ils n'en voulaient pas. Voilà. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que Paul Mesmer avait dit lui-même, on a tué les vrais indépendants, ceux qui voulaient l'indépendance, pour la donner à ceux qui n'en voulaient pas. Voilà.
Donc, il ne voulait pas dire qu'il voulait les indépendances, c'est aller vite en besogne. C'est pas ça le problème. Donc, bref, il se fait qu'à la sortie des indépendances, là, à la sortie, avant les indépendances, ceux qui se sont battus pour les indépendances, il faut toujours le rappeler, ça n'a pas commencé dans les années 60. Ça commence vers 1800. Là, il y a eu les révoltes des Ewondo qu'on appelle les Vogbeti, qui ont été assassinés. Charles Tangana a 6 ans. Le Cameroun est allemand, avant la Première Guerre mondiale. Il y a eu les révoltes des Boulous, qui ont été assassinés. Il y a eu l'assassinat du chef Bamoun. Voilà. Il y a eu chez les Bassa, dans tous les villes du monde. On ne va pas aller dans les détails, mais je veux quand même préciser une chose. Comment se sont-ils implémentés? Le Cameroun n'était pas en État. S'il vous plaît, partagez, c'est important. C'est pour la mémoire. C'est pour la mémoire. Le Cameroun n'étant pas un État, le colon va s'attaquer à des tribus. Et quand les Douala vont signer le traité avec les Allemands, où les Douala disent, les chefs Douala, nous cédons notre souveraineté aux Allemands. Nous sommes en 1884, je pense. 1884. Nous cédons notre souveraineté aux Allemands. Et après, les Allemands vont s'implémenter au niveau de la côte, vont avoir le temps d'organiser une force, une puissance. Parce que beaucoup de gens pensent souvent que les Blancs sont allés, ils nous ont trouvés, ils nous ont cassé la gueule. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé comme avec les Indiens. Ils signent un traité avec vous, ils s'implantent. Quand ils ont déjà une grande armée, ils attaquent la tribu d'à côté. Or, la tribu d'à côté, elle essaie de se défendre tant bien que mal, et puis finalement, ainsi de suite. Parce que, quand le colon a commencé à attaquer, ils attaquaient tribu par tribu. Et quand ils attaquaient chaque tribu, les autres restaient un peu comme ne se sentaient pas concernés, jusqu'à ce que leur tour arrive, que personne ne se sente concerné. Et là, on va arriver donc, à la naissance de l'UPC. Oui, ils ne se sentaient pas concernés parce qu'ils ne se sentaient pas dans un État. C'était une association, une addition des tribus avec des chefs tribaux qui avaient leur souveraineté. Donc, ils ne partageaient pas cette souveraineté avec les autres. Et c'est important de comprendre que dans un État-nation, la souveraineté est désignée par l'État-nation, est donnée à l'État-nation et non plus aux tribus. C'est important parce que nous sommes dans une forte période où on revient à des notions de tribalisme ou de séparatisme. Les gens vont comprendre la faiblesse d'un État divisé. Si tu consultes la charte de l'impérialisme, tu vas trouver une clause qui est très importante dans la charte de l'impérialisme. Les frontières des États n'ont pas de frontières. Nous décidons des frontières des États. Ce n'est pas une clause anodine. Cette clause permet de vous diviser quand on veut. Et la division rend faible. Donc, quand j'entends les gens parler de fédéralisme, ça me fait mourir de rire. La division rend faible. Tout à fait. Donc l'intérêt des États-nations vient du fait que des tribus, parce que même en France, la France est faite de tribus hétérogènes. Hein. Les Alsaciens sont britanniques de souche. Alors, au nord de la France, les ch'tis sont romains de souche. Mais ils forment un État-nation. Et il n'y a que par un État-nation grand, puissant, qu'un peuple se protège. Voilà les raisons pour lesquelles moi, je suis contre le fédéralisme. Et je montre en quoi la concaténation de tribus nous a amenés à la chute. Parce que si on regarde justement à cette époque-là, nous sommes comme des petites, j'ai envie de dire des petits États. Parce que chaque chef traditionnel, en réalité, administre son territoire indépendamment de l'autre territoire. C'est vrai que parfois, d'ailleurs, ils se font des guerres entre eux. Donc, lorsque le colon attaque un de ces territoires-là, eux, ça fait plutôt leur bonheur, en quelque sorte, puisque voilà un ennemi qui, en fait, vient d'être affaibli. Donc, cette division-là, qui est un mode de fédération. Juste une minute. Non. J.C. Ounamanga, la notion de développement centré, c'est pas ça. Vérifie. Aïdjo, c'était le libéralisme planifié. Va vérifier. J'ai des documents sous mes yeux. On va certainement y revenir, mais si tu as quelque chose, n'hésite pas. Il y a un numéro. Appelle-nous. Peut-être qu'on pourra en discuter, mais une fois qu'on aura peut-être développé, mais on peut également développer avec quelqu'un en ligne. Non, tu insistes, J.C. Ounamanga, c'est un ami, je le connais. Tu insistes, va vérifier. C'est bien le libéralisme planifié est né avec Aïdjo. Va vérifier.
Donc, quand on Tu parle, n'imagines pas qu'on est là sans avoir vérifié nos sources avant de venir. je pense que c'est la moindre des choses. Donc, en réalité, ici, il s'agissait de plusieurs chefs tribaux, de plusieurs Je vais en territoires. profiter pour leur mettre en ligne une seule page de Wikipédia qui en parle. Comme ça, les gens seront édifiés. Oui, c'est ça. Non, Donc, vas-y, je t'écoute. oui. Donc, il s'agissait donc, en ce moment-là, avant les indépendances, des micro-États. On ne va pas appeler ça des États, des tribus qui avaient des territoires, qui étaient administrés Mhm. par des chefs traditionnels ainsi que leurs notables. Donc, lorsque le Mhm. colon donc attaque les Boulous, ils attaquent les Bassa, ils attaquent les Bamileke, ils attaquent les Owondo, parce qu'à l'époque, les Boulous, les Owondo, c'est tout ça. Chacun a son chef. Donc, lorsqu'ils ont Exactement. attaqué cette tribu-là, déjà, ils ont fait la même chose avec les Douala et tout. Donc, les autres ne se sentent pas concernés, parce que ce sont effectivement des territoires. Il y a donc parmi certaines tribus qui ont des filiations. Ça veut dire que dans le chef peut-être du village Wondo et le chef du village Boulou ont une parenté. En ce moment, ça pouvait créer des liens qui pouvaient faire que l'un se sente concerné lorsque son cousin ou son frère ou son ami effectivement est attaqué. Mais ici, ça montre la fragilité de l'État fédéral de cette Mhm. époque-là et qu'on veut, enfin, on semble vouloir nous imposer aujourd'hui. Alors, certaines personnes diraient, mais il y a encore des pays, il y a les États-Unis qui est un État fédéral, il y a le Canada qui est un État fédéral. Peut-être que nous ferons d'autres vidéos pour exposer ici les modèles qui les ont servis de base et nous déterminerons si ce sont des modèles également qui sont parfaits ou s'il y a également des lacunes. Donc, peut-être qu'on en parlera dans d'autres vidéos et oui, Allô? oui, allô? C'est pour intervenir sur le direct? Comment? Ah, grand. Ouais, pourquoi pas? OK. Donc, si tu nous... J'ai vu que ça débattait là-bas. J'ai dit, peut-être bien que Oui. Donc, il faut donner un coup d'éclairage. effectivement, nous étions en train de parler du libéralisme planifié initié par le président Amadou Ahidjo, donc avec Henri Atangana, et puis moi-même pour la fosse au lion. Donc, Serge, Oui. tu es dans la fosse au lion. Ah bon? Ah! Waouh! Je vais mettre... Allô? Oui, alors oui, on t'écoute. Oui. Alors, bonne fête déjà, hein, l'unité. Elle se poursuit. Oui, elle se Merci. poursuit. Donc, Elle se voilà. poursuit. Oui, l'unité se poursuit, tu vois. Je suis en train de travailler et je peux te rassurer que c'est toujours Attends. dans le cadre Oui, de la dynamique oui. du réseau des patriotes. Attendez, juste Tu une vois, minute. par exemple. Attendez, non, juste une minute. Attendez, je vais le prendre en privé parce que je pense qu'il ne sait pas que nous sommes en direct. Juste une minute. Oui, non, nous sommes en direct. Ah, Oui, oui, c'était plutôt le direct, c'était pas le débat ouais, à Inbox là. Donc, on se reprend tout à l'heure. Inbox. Parce que je suis dans la fosse au lion, en direct, en ok, live. oui. Oui. Et le sujet aujourd'hui? C'est le libéralisme planifié sous Aïdio et le biaïsme actuel, donc les modèles de gestion différents que nous sommes en train d'aborder, mais en live, là, avec le monde entier. Donc, sur la page du réseau des Patriotes, Oui. donc nous sommes en direct. Donc, j'avais mis le numéro, le niveau que tu m'as appelé sur WhatsApp, alors que, oui, ouais, c'est le sujet que nous sommes en train d'aborder. Oui, Alors que, donc, déjà, il faut dire que en termes très faciles, le président Ahidjo avait un modèle assez spécifique. On sortait justement des années indépendance et c'était au Cameroun de sortir un peu de sa précarité qu'il caractérisait avec l'aspect. Voilà pourquoi il a beaucoup plus procédé par les plans quinquennaux, la création.
de ces originalités, de ce modèle-là qu'est né, par exemple, les comices, qui permettaient aux grandes villes comme les Konsamba d'être boostées, comme les Yabas. Et par la suite, maintenant, il fallait une ère économique beaucoup plus ouverte sur le monde. Et c'est là qu'advient la République, pour le libéralisme communautaire, qui, il faut le regretter, n'a pas totalement été implémenté pour beaucoup de raisons. Hein. On ne va pas revenir là. Ce qu'il faut noter, c'est que le Cameroun est passé par une crise économique sérieuse et il y a eu la baisse des coûts des matières, notamment la vente du pétrole, l'évaluation qui est arrivée, vous avez eu plan d'ajustement avec la Banque mondiale, donc ça a beaucoup changé. Mais ce qui est certain, c'est que s'il faut regarder, l'époque d'Aïdjo, elle était bonne pour jeter les bases. Mais maintenant, on allait rester sur les bases. Il fallait bien qu'on se... Parce qu'aujourd'hui, le monde qui tend à être davantage globalisé, pour ne pas dire qu'il l'est d'ores et déjà, il fallait adapter cela. Mais la vision du président de la République était telle que, avec son projet pour le libéralisme communautaire, si on arrivait à l'implémenter tel qu'il a été pensé, encore qu'il reste d'actualité, parce que si vous avez effectivement suivi avec beaucoup d'intérêt présidentielle récente, l'homme a été remis au bout du jour. Ça veut dire que programme qui reste d'actualité, tant par son originalité que par sa vision, parce qu'il prend en compte tous les aspects d'une économie moderne et qui porte véritablement un développement à tous les niveaux. Ça justifie donc le fait que nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas penser que on va forcément aller chercher un modèle, parce que quand vous voyez aujourd'hui avec la question politique qui secoue le Cameroun aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens voudraient aller chercher un modèle, le modèle noir, le modèle russe. Non, le libéralisme communautaire, c'est un très bon modèle. Mais il faut qu'il y ait des ressources, il faut qu'il y ait des gens qui sont suffisamment outillés pour pouvoir l'implémenter. Et je pense qu'il sortira notre pays de sa léthargie, entre autres, hein, que nous vivons en ce moment, et il pourra véritablement nous permettre de nous en sortir. Mais n'oublions pas qu'un modèle, c'est tout, parce que généralement, les gens voient en un modèle que la question est... Il y a aussi la question politique, parce que je saisis l'opportunité que tu me donnes, Bobson, pour le dire. Si le Cameroun n'avait pas le modèle qu'il a aujourd'hui, le Cameroun serait déjà tombé. Parce que quand vous voyez le combat que le réseau des patriotes a engagé aujourd'hui sur la paix, sur l'unité, sur la protection de nos frontières, c'est un fondement qui est solide. Et voyez-vous que vous avez vu les grands pays qui sont tombés, vous avez vu l'Égypte qui est tombée, hier c'était encore le temps, et l'énergie des autres, les continents mettent pour faire tomber. Vous croyez que si on n'avait pas un modèle, on aurait résisté? Mais on a un modèle, c'est même un indicateur pour dire au Cameroun. Le Cameroun, si, certes, mais il ne tombera pas, ça je peux vous le garantir. Pourquoi? Parce que le modèle qui a un modèle central, c'est un modèle qui correspond au pays qui sortait de l'indépendance. Donc il fallait avoir cette vision-là. D'où, je me permets de le dire aujourd'hui, il est important que nous puissions garantir l'unité nationale. Puisque vous avez fait évocation de modèle, et je rentre dans la question un peu plus politique, sortant un peu de l'économie, parce que les préoccupations restent les mêmes, hein, le mieux vivre et tout ça, ça on connaît, l'implémentation des politiques de développement. Sauf si vous n'avez pas un modèle politique qui est assez fort, vous n'allez développer aucune économie. Parce que la guerre se situe sur le plan géopolitique. C'est une question des intérêts.
les plus puissants veulent manger les moins puissants. Un pays comme le nôtre, grâce à son président, je peux me permettre de le dire, qui a pris de l'avance sur ces questions-là, a permis à ce que nous puissions avoir un modèle qui nous permet, malgré les difficultés, de résister à certains chocs. Je prends un autre exemple, parce que quand on prend souvent, on va partir de l'économie Bobson, si tu me le permets. Oui, juste, bon, on te donne encore 5 minutes et ensuite Henri va surfer là-dessus et rentrer dans parce que juste pour te donner le temps de chuter, comme ça Henri va reprendre le sujet pour le ramener. Et puis, oui, on sort un peu du champ économique et puis revient un peu sur le champ politique. Quand vous nous appelez, justement, vous avez cette liberté. Ok, bon. S'il faut parler du champ politique, j'étais donc disant que la question de l'unité nationale, elle est très importante. Vous voyez que le modèle que le Cameroun a su implémenter a permis que le Cameroun reste debout, garder ses frontières inviolées. Et c'est grâce au modèle qui a le centralisme, hein, parce que les gens confondent souvent la question de centralisme avec les questions liées à la gestion des finances publiques. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut bien que les gens le comprennent. Divisez, vous êtes moins fort. Comme on le dit souvent trivialement au quartier, l'union fait la force, mais la force ne fait plus. J'étais en train de le dire. Hein? C'est justement ce que j'étais en train de dire. Tout à fait. J'étais en train de l'expliquer d'ailleurs. Ouais, on va rentrer en profondeur là-dessus. Restez en ligne. Vous allez intervenir après. Restez en ligne. Vous allez intervenir après. Votre intervention est intéressante. Mais laissez-moi continuer, mais restez quand même. Oui, okay. Tu peux rester en ligne, Serge. Donc, Henri va. Il reste à l'écoute. Il raccroche, mais il écoute l'émission. Oui, et puis il rappelle. Serge, tu raccroches, mais va sur la page du réseau, écoute le direct. Et si tu veux intervenir, tu peux. Tu le refais. Voilà. Ok, d'accord. Bon, il était justement en train de dire ce que j'expliquais. Pourquoi les États-nations sont de plus en plus, j'ai beaucoup de messages, des gens qui me parlent de libéralisme communautaire d'Aïdjo. Bon, je dis aux gens, aux autres, que j'ai énormément de livres et de sources et d'auteurs qui ont écrit libéralisme planifié d'Aïdjo. Donc, nous, on leur donne l'information, ils n'ont qu'à aller vérifier. S'ils ne sont pas capables de vérifier, là, on en discutera. C'est tout. On va pas rester là. J'ai envoyé à un ami le lien Wikipédia. Il m'a dit Wikipédia s'est trompé. Mais à ce moment, on n'arrête plus. Bon, moi, j'ai donné ça parce que c'est le plus facile, c'est le plus accessible. Moi, j'ai d'autres références, des livres d'économistes qui ont écrit dessus. Avec le titre, moi, je peux lui donner le titre d'un célèbre écrivain qui a écrit Les avatars d'un libéralisme planifié. C'est le titre de cet économiste. Donc, je t'enverrai des références après. Très bien. Donc, j'étais en train d'expliquer que on va discuter sur les mois après. À la sortie de cette réalité, Aïdjo va vouloir lancer donc ce qu'on a appelé les sociétés d'État. Il faut bien comprendre que dans tous les pays du monde, les sociétés, enfin dans les pays capitalistes, les sociétés, c'est du ressort du privé. Les sociétés ne sont pas du ressort de l'État. Donc Aïdjo va lancer les sociétés d'État parce qu'il va du principe que c'est la façon de développer le pays. Il va donc la première, il va lancer d'ailleurs dans ce cadre-là, ce qu'il va appeler d'ailleurs la révolution verte. Donc, on va un peu voir comment ça s'est passé, ces sociétés-là. C'était le but de ces sociétés d'État. Et ces sociétés d'État, beaucoup existent encore et font le paysage de l'économie du Cameroun. Tout le monde connaît ces sociétés d'État, entre autres. Bon, parlons par exemple de Socapalm. Voilà une société qui a été lancée en 1968, l'idée. Socapalm est lancé en 1968. Donc, les débuts, c'était pénible, ça, tout le monde s'en souvient, mais ce n'est qu'à partir de 1979. C'est-à-dire que l'idée, c'est en 1968, mais c'est en 1979, c'est-à-dire 10 ans après, que la production va effectivement démarrer. Alors que, et quand la production démarre, les comptes de la Socapalm sont déjà au rouge. Voilà, elles sont déjà au rouge. Un investissement agro-industriel trop coûteux. Les investissements cumulés de la Socapalm atteignaient le montant record de 33 milliards d'anciens francs CFA. Aujourd'hui, 66 milliards. 33 milliards. J'ai fait aussi remarquer que
l'origine de ces financements venait de la BIRD, de la FEB, de la BEI, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Seconde mondiale, la BIRD a été créée. En fait, la BIRD, c'est la mère de la Banque mondiale qui a été créée pendant les accords de Bretton Woods avec le FMI et tout ça. Enfin, la BIRD, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, qui a d'ailleurs injecté les fonds du plan Marshall. Voilà. Donc, il y a cet argent qui venait là à 63%. Bon, on a déjà des investissements de 33 milliards de francs cumulés. Et une société dont la mise en œuvre va prendre 10 ans entre l'idée et l'ouverture des portes. À l'ouverture des portes, les comptes sont même déjà au rouge. Très bien. Là, on est en train de parler de la Soca Palm. Et cette Soca Palm-là, les rendements ne vont pas être très, très grands. Ça, c'est la première chose. Mais malgré ces 33 milliards de francs CFA, l'équivalent de 66 milliards aujourd'hui, mais c'est quand même encore quoi la Soca Palm? La Soca Palm est une palmeraie. Vous-même, dans votre bon sens, quand vous voulez faire une palmeraie, mettez-vous autant de milliards. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La Soca Palm n'est rien d'autre qu'une palmeraie. Une vaste palmeraie. Une vaste palmeraie. À 33 milliards, c'était exorbitant. Et quand vous y allez, vous trouvez quoi? Vous ne trouvez pas les tracteurs, vous ne trouvez pas de mécanisation. Vous trouvez des gens qui cultivent à la machette comme dans nos villages. Et voilà. Parfois, pour couper ces branches-là, justement, c'est pour ça qu'ils ont aussi beaucoup d'employés, parce qu'il faut des gens pour couper ces branches, ces tiges-là, les palmes, carrément à la machette, là, les longues machettes avec gros manches, mais c'est ça que ça reste. Et puis qu'ils vont également les récolter de la même façon. De la même façon. Donc, où sont partis ces 33 milliards anciens francs CFA, équivalent de 66 milliards aujourd'hui? Ça, c'est la première question qu'on se pose. On se dit quand même que c'était un gros investissement, ce qu'on appelait éléphant blanc. Une deuxième société est créée en 1973, Evecam. Evecam, c'est pour faire les VA. Evecam va nécessiter, pour un champ de VA, 20 milliards de francs CFA. Je m'arrête pour la Soca Palm. Hein. La Soca Palm, ça sert à créer l'huile de palme. Et dès que vous avez cueilli les noix, vous amenez, vous mettez ça dans un pressoir. Parce que appeler ça société, c'est quand même un gros mot pour dire un pressoir d'huile à palme au départ d'un champ. Très bien. Oui, bonsoir, patriote. Oui, bonsoir, Gary. Oui, donc voici un patriote qui nous suit depuis longtemps. Donc, tu te présentes et puis tu nous donnes ton point de vue. Et puis, avant qu'Henri ne poursuive. Non, je vais laisser le grand frère Henri. Déjà, bonsoir à tout le monde. C'était juste pour me présenter et puis dire que je vous suis. Je suis là, je peux être activé à tout moment, il n'y a pas de souci. Je suis le grand frère Henri qui est très instruit et qui est comme une source pour nous. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous pouvez également appeler juste pour vous présenter, il n'y a pas de souci. Donc, on te réactive dès que c'est possible. À tantôt. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et bonsoir Marie-Ange. Très bien. Donc, je disais alors que il y a eu la deuxième société, c'était Evecam. Donc, Evecam, 20 milliards pour un champ d'EVA. 20 milliards, parce qu'EVecam, c'est juste des EVA, et puis on enlève la sève, et on amène cette sève-là pour faire des pneus, du caoutchouc et tout ça. C'est des arbres. Ben voilà. Et si vous remarquez, il n'y a aucune mécanisation. Allez de suite, il n'y a aucun tracteur, ne serait-ce que pour augmenter la productivité. Très bien. Et après, il y a Semri. Il va vouloir qu'on produise du riz. Là, on a déjà vu deux sociétés avec des investissements énormes. Là, après, il y a eu Semri. Semri va être créé en 1971 à peu près. Il y avait déjà eu Semri 1 qui produisait 24 000 tonnes de riz. Et puis, il y a eu Semri 2 dont le but était de produire, augmenter la quantité de la production de riz. Bon. Le coût total de Semri 2 va atteindre 13 milliards de francs pour un champ de riz. Je dis 13 milliards de francs, le coût. Il faut dire que les terres ne sont pas achetées, hein. Elles sont déjà là. Voilà. Donc, on a déjà la terre. Donc, c'est les semences et la plantation. Bah oui,
Mais d'ailleurs, n'oublie pas que ce sont des sociétés d'État, donc c'est les terres d'État, donc elles sont gratuites. Et même si ce n'avait pas été le cas, qu'est-ce que vaut le mètre carré en milieu rural? Rien. En quelle année? Oui, même jusqu'à présent, des hectares, tu n'as pas besoin de milliards pour les acheter. Et ça, c'était Sembry 2. Et le cas de Sembry est amusant. Je vais juste donner quelques chiffres qui vont vous montrer. Quand le riz de Sembry va sortir, le riz de Sembry coûte 50% plus cher sur le marché international. Est-ce que vous entendez? 50%. Pourquoi il va coûter plus cher? Parce que les investissements étant très grands, forcément pour rentrer dans les investissements, il faut pouvoir vendre cher. On se retrouve alors avec une absurdité. Le riz produit au Cameroun coûte beaucoup plus cher sur le marché international que le riz international. On est dans une aberration totale. C'est-à-dire que quand quelqu'un au Cameroun, le riz qui vient de l'étranger, qui a payé le transport et les taxes, coûte beaucoup plus cher que le riz produit localement. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a eu des enrichissements de masse pendant ce temps-là. Les gens se sont massivement enrichis pendant cette période-là. Je peux analyser beaucoup plus profondément, mais j'essaie d'aller vite. La naissance des milliardaires. Voilà. Il y a alors là la naissance des premiers milliardaires du Cameroun. Et je précisais aux gens que pendant les années 60, tout le monde est pauvre. C'était important, c'était là où j'étais. Alors, il y a la Première Guerre. C'est pour ça que le lancement des sociétés d'État commence vers 1968, quand Ahidjo pense déjà qu'il maîtrise la guerre au Cameroun. Et la guerre, il faut bien le préciser, ce qu'on appelait guerre, c'était entre l'UPC, les indépendantistes, et les autres partis. Voilà, c'était les partis pro-français. Mais les UPCistes étaient majoritaires. Il faut quand même aussi préciser aux gens que l'UNC, l'Union nationale du Cameroun, est une concaténation des partis camerounais. Et oui, ça c'est la fédération, c'est comme une sorte de fédération qui va se créer à cette époque-là pour rallier donc tous les territoires qui ont des différents chefs-lieux, mais en réalité ici c'est des tribus qui vont être appelées au secours pour former un seul groupe qui est l'UPC. Un seul. Je rappelle en passant que le référendum de 1961, qui dit à la partie anglo, où les anglophones disent qu'ils veulent rejoindre le Cameroun, est déjà passé. Rappelons que qui est vice-président du Cameroun? John Ngou Foncha. John Ngou Foncha était président du parti du KNDP, Cameroun National Democratic Party. C'est pourquoi je le dis. Parce qu'on est en train de parler, dire aujourd'hui qu'on a trompé les anglophones. Et John Ngou Foncha va signer avec l'UC, l'Union camerounaise d'Ahidjo, et il va remettre son autorité à Ahidjo, et il va dissoudre lui-même son parti, le KNPC. Les gens oublient ça pour former l'Union du Cameroun. Parce que ça n'a pas seulement été une déclaration pour former l'Union du Cameroun, les partis politiques anglophones, dont il y en avait deux, le KNDP et le CNPC, je pense qu'il appartenait non, le CNPC appartenait aussi aux anglophones. C'est le CUC qui appartenait à André-Marie Mbida. Donc, il y a eu l'UC, le KNDP, le CPNC qui est anglophone, le CUC qui ont formé alors l'UNC dans un congrès. Donc, l'Union nationale camerounaise. Là, on y trouve deux partis anglophones qui étaient à la tête de la formation de l'Union camerounaise. On ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on les a trompés. Ouais. Alors que l'UPC était contre était pour l'Union du Cameroun ici, mais estimait qu'ils étaient majoritaires pour avoir le pouvoir. C'est des petites précisions qu'il faut souvent faire pour que les gens comprennent d'où est venu. Et les UPCistes qu'on a appelés maquisards n'étaient rien d'autre que les UPCistes. Et il faut bien savoir que tous les UPCistes n'étaient pas de l'Ouest. Les UPCistes étaient les Boulou, les Ewondo, les Bassa, les Douala, jusqu'au Bamileke. C'était cette fédération-là, ouais, tout à fait. C'est exactement ce qui va faire l'UPC. Voilà, de l'Union des populations du Cameroun. L'Union des populations du Cameroun. C'est pour revenir un peu dans l'histoire, mais tout en étant bref. Parce que les gens ont souvent tendance à dire qu'on a tué les Bamileke. Non, les Bamileke, c'était tout le monde qui était résistant. Et les Bamileke vont venir en guerre, en résistance, beaucoup plus tard. C'est à ce moment que Oumyombe va partir et il va faire alliance avec Ernest Wandé. Ben, je rappelle aux gens que M. Ndogmo, à l'époque, était un pro-Ahidjo.
Tout à fait. Monsieur Mais qui va Ndogmo être va donc... arrêté? Mais qui va être arrêté? Attends. Ah, Oui. il va quitter, il va appeler Ernest Ouandé et il va lui dire, moi, je viens, entre nous, Bamileke, je viens te retrouver à l'UPC, au maquis. Ndogmo va aller retrouver Ernest Ouandé au maquis. Sauf que Ernest Ouandé ne sait pas qu'en fait, Ndogmo est venu l'infiltrer. Ça, ce sont les faits qui vont nous permettre d'arriver à Ça, ce cette sont les conclusion. faits. Donc, quand on va arrêter Ernest Ouandé, au même moment aussi, on arrête Monseigneur Ndogmo. Mais sauf que Ernest Ouandé ne sait pas que Monseigneur Ndogmo est un traître. Alors, on va les juger dans le même tribunal, on va les condamner, mais 3 mois après, Monseigneur Ndogmo est gracié et mis en liberté. Alors que Ernest Ouandé est assassiné. Tout à fait. Parce que les gens doivent comprendre ça. Ça, c'est de Monseigneur Ndogmo dont on parle. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, pour la postérité. Voilà. Donc, ça, c'est le rôle de Monseigneur Ndogmo, un pro-Ahidjo qui avait infiltré l'UPC et qui était allé voir Ernest Ouandé pour lui dire, entre nous, frères de l'Ouest, je viens te rejoindre au combat, alors que c'est lui qui avait donné les positions de Ernest Ouandé et c'est lui qui a fait qu'on capture Ernest Ouandé. On ne le dit pas. Donc, quand les gens parlent de tribalisme, Monseigneur Ndogmo et Ernest Ouandé étaient bien de l'Ouest. Je donne numéro 2 de l'UNC, stratège de l'UNC, Kamé Samuel, indigne fils de Baham. C'est Kamé Samuel qui a fait toute la stratégie de l'UNC. Et c'est lui qui a organisé la répression des UPCistes et des Bamileke à l'Ouest. Un gars de l'Ouest, on l'appelle M. Kamé Samuel. Vous pouvez vérifier. Il avait des tendances ouvertement hitlériennes. Il était un gobelien. Vous pouvez vérifier aussi. Là, on passe. Donc, on revient alors, on continue dans le... Donc, pendant tout ce temps, jusqu'en 1900, les grandes sociétés ne sont pas lancées jusqu'en 1965. Ces grandes sociétés vont être lancées à partir de 1968, au moment où Ahidjo pense qu'il a déjà maté la rébellion. Voilà, et on estime que cette guerre va s'achever en 1971 avec l'exécution publique de Ernest Ouandé, entre autres. Donc, vous allez vous rendre compte que ces sociétés-là vont commencer à se lancer là, à se créer vers les années 70. Voilà. Donc, il va y avoir aussi Semri. Et voilà. Après Semri, il faut avoir le Kamsuko. Je vais en parler en 2-3 secondes. Parce que le cas de Kamsuko, c'était le plus amusant. Je ne sais pas si c'était le plus amusant. Le cas de Kamsuko, c'est que Kamsuko va être créé alors qu'il y a une société sur place qu'on appelle Sosucam. C'est ça, qui produit déjà du sucre. Qui produit déjà du sucre. Et Sosucam produit 24 000 tonnes de sucre par an. Investissement 7 milliards de francs. 6 milliards. Le chiffre exact, c'est 6 milliards, je le vérifie. Ouais, 6 milliards de francs d'investissement. On va créer Kamsuko à 24 milliards de francs. Oh, et l'enfant pleure. On va donc créer Kamsuko qui va produire 24, avec un financement de 24 milliards de francs pour ne produire que le double. Je recommence. Sosucam est déjà là. Sosucam a bénéficié de 6 milliards d'investissements pour produire 24 tonnes de sucre. 6 milliards. Et là, on lance la création d'une société appelée Kamsuko avec un budget de 24 milliards pour produire le double de Sosucam. Là, il faut être complètement con. Je ne sais pas qui pourrait imaginer ça. C'est pourtant les chiffres de la SNI. C'est les chiffres de la SNI. Très bien. On assiste alors là à un phénomène spécial. Vous allez me demander, mais ces sociétés prennent ces financements où? N'importe quel financier devrait poser la question. Ces sociétés prennent ces financements où? Et très bien, ce sont les banques étrangères. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas des investissements, ça apparaît comme des investissements privés, mais ça ne l'est pas. Parce que toutes ces sociétés passent par la SNI. Et ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est que la SNI a signé avec l'État camerounais une clause de garantie. C'est quoi la clause de garantie? Ça veut dire que quand une société du portefeuille de la SNI
est en faillite, c'est l'État camerounais qui rembourse. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est l'État camerounais qui va rembourser. Bon. On est alors dans une situation assez paradoxale où on fait des prêts d'argent de façon en milliards pour des petits investissements qui ne valent rien. Ces sommes d'argent sont quasi détournées, mais les gens ne savent pas que la SNI est là pour garantir ces prêts. Et la SNI garantit les prêts via le gouvernement camerounais. Très bien. Le seul problème, c'est que, à un certain moment, toutes ces sociétés étaient surfinancées et donc en faillite. Les gens qui ne connaissent pas beaucoup l'économie, ils vont se demander c'est quoi un surfinancement. Un surfinancement, c'est quoi? Ça veut dire que vous avez besoin, par exemple, d'1 million de francs pour faire votre société et quelqu'un vous en donne 100. Si vous ne connaissez pas l'économie, vous ne voyez pas le piège. Si on vous donne 100 millions de francs avec 10, 100, si on vous donne 1000 francs avec 10% d'intérêt, vous allez payer 100 francs d'intérêt. Donc, vous allez rembourser 100 francs, 1100 francs, parce que vous avez 10% d'intérêt sur 1000 francs. Mais si on multiplie cette somme par 10, vous vous retrouvez avec 10 000, mais en train de payer 1000% d'intérêt. Enfin, voilà, pas 1000% d'intérêt, vous vous retrouvez en train de payer 100 000 plus... Oui, je suis un peu embrouillé parce que j'ai un peu de bruit dans mes oreilles, j'ai des retours sont mauvais dans mes oreilles. Bon, je disais donc que le surinvestissement, c'est quoi? Le surinvestissement, c'est que vous avez peut-être une société qui a besoin de 1000 francs. On vous prête 1000 francs et vous remboursez 10% d'intérêt. Donc, vous allez rembourser 1100 francs. Mais maintenant, si au lieu de vous donner les 1000 francs dont vous avez besoin pour rembourser 1100 francs, on multiplie ça par 10, alors on va vous donner 10 000. Mais sauf que le remboursement sera aussi multiplié par 10. Donc, au lieu de rembourser 1100, vous allez rembourser 1000. Très bien. Dès qu'on a toutes ces données-là, le seul problème, c'est que votre investissement n'est pas extensible. Si vous avez besoin de 1000 francs pour investir et avoir une plus-value, si on vous donne beaucoup plus, vous n'allez pas investir beaucoup plus parce que si vous produisez beaucoup plus, les prix chutent. Donc, vous êtes sur ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Quand vous voulez produire au-delà du seuil de rentabilité, les prix chutent. Donc, vous avez donc un maximum de rentabilité sur une production. Et c'est sur ce maximum de rentabilité qu'on calcule la rentabilité d'une entreprise et les besoins en investissement. Bon, si vous voulez produire 50 tonnes de sucre parce que le marché demande 50 tonnes de sucre, vous les produisez. Mais si vous produisez 100 tonnes de sucre alors que le marché ne veut que 50%, qu'est-ce qu'il va faire? Le prix du sucre va tomber. Donc, vous allez vendre 100 tonnes de sucre au prix de 50 tonnes, vous êtes en perte. Donc, on calcule donc une rentabilité. Il y a un seuil de la rentabilité, un maximum de la rentabilité. Au-delà du maximum, la rentabilité chute. Donc, si on vous donne beaucoup plus d'argent pour faire un investissement, alors que vous êtes au maximum de rentabilité, vous allez produire beaucoup plus de rembourser votre prêt. C'est ce qui s'est passé au Cameroun. On a injecté beaucoup d'argent dans ces sociétés d'État et elles étaient toutes en faillite. Je dis bien toutes en faillite. La majorité. Mais alors, les investisseurs plus, on ne pouvait pas, il y a d'abord les investissements et il y a aussi des personnes. On ne pouvait pas licencier les gens de but. Je vous ai donné quelques exemples. Hein. Je peux vous donner le cas effroyable de Cellucam. Je vais vous en parler, Cellucam. Cellucam, c'est une société qui a eu besoin de 120 milliards d'investissements. J'ai dit 120 anciens, 120. La société a marché pendant 2 ans. À l'ouverture de la société, 10 ans après, la société est déjà en faillite, avant que ça ne produise. 3 mois après l'ouverture de la société prend feu. La meilleure unité, la plus sophistiquée, prend feu, elle brûle. On referme pendant 3 mois. On ouvre. Au lieu de faire du papier de bonne qualité, on a commencé à faire du papier bas de gamme.
impossible de rembourser tout ça. Ça, c'est le cas de la Séluca. 2 ans après, c'était énorme. C'était un gouffre financier. Remarquez que dans tout ça, l'argent passait par la société qu'on appelle SNI, mais la SNI avait une garantie avec l'État camerounais. Voilà donc globalement ce qui se passe. Mais comme toutes ces sociétés ont fermé, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes ces dettes se retrouvent les dettes de l'État camerounais. Voilà comment alors on se retrouve complètement endetté. Je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps. Ceux qui veulent des informations beaucoup plus précises peuvent m'inbox et je leur donne les informations. Je veux juste leur... On va faire un document là-dessus, oui. Une synthèse, et puis on va le publier sur notre page. On va le publier, quitte à ce qu'on fasse une vidéo en commenté, mais en dehors du live, et ensuite on va le balancer. Donc voilà donc, Henri, l'héritage que... Je conclue. Laisse-moi conclure déjà. D'accord. Il y a eu une 60aine de sociétés dont la majorité était en faillite. Mais je vais leur lire quelque chose. Ce n'est pas moi qui ai écrit. De 1973 à 1983, je rappelle que Paul Biya arrive au pouvoir en 1982, il y a le putsch et tout, la dette du Cameroun a été multipliée par 8. La dette du Cameroun multipliée par 8. Elle est passée de 431 millions de dollars, 431 millions de dollars à 3367 millions de dollars. Je dis bien de 1973, où, après la guerre, on estime que le Cameroun est stable, on injecte de l'argent et on passe au moment où Ahidjo s'en va. Le service de la dette, ce qu'on appelle le service de la dette, a atteint 20% du budget de l'État. Ce n'est pas ce que vous savez qu'on appelle les intérêts que nous payons. 20% du budget de l'État, je ne sais pas si vous imaginez. Voilà donc le pays que Biya hérite, en totale faillite. Mais quand on parle de... Henri, pour qu'on se comprenne bien, d'accord? Parce que nous parlons à notre auditoire ici. Quand on parle de 20%, là, ça veut dire que déjà, on a une dette à la base. Le Cameroun est endetté. Oui. Au moment de ce changement-là, nous sommes à 8 fois la dette de l'État. Et ce qui va bondir à... Parce qu'on a ici, on est à 20% du budget de l'État, ou c'est 20 fois... 20 non, fois, on est 20% du budget de l'État rien que pour les intérêts. Voilà, en endettement. Pas pour la dette. Ça veut dire que si c'est 20% d'intérêt, c'est-à-dire que si le budget de l'État prend 20% par année, ça veut dire que 20% pour la descente, rien que pour l'intérêt, pas pour la dette, rien que pour l'intérêt de la dette. Effectivement, je parle de l'intérêt. L'intérêt de la dette représente 20% de notre budget, c'est-à-dire le budget annuel. C'est-à-dire, lorsque le gouvernement, en fin d'année, après avoir fait le calcul de ses recettes et ses dépenses, enfin, la projection de ses recettes et ses dépenses, la dette lui prend déjà 20%. Ça veut dire que si vous touchez 1000 euros... Pas la dette, l'intérêt de la dette, il faut préciser. L'intérêt de la dette. Voilà, l'intérêt de la dette, c'est-à-dire que l'intérêt que vous devez payer sur votre dette, ça veut dire que lorsque vous avez un salaire de 1000 euros le mois, on va dire 12 000 euros l'année, on estime que 20% servent à payer l'intérêt de votre dette. L'intérêt, ça veut dire que votre dette, elle, on ne la touche pas. On ne la touche pas, exactement. On comprend donc que l'héritage... Pour faire simple, expliquez-leur que quand 20% de l'intérêt, ça veut dire que quand nous ne payons que 20%, le montant de la dette reste inchangé. Tout à fait. Donc, pour diminuer la dette, nous devons payer plus de 20%. Oui, frère, avant que nous sommes en train de faire la transition, mais je te mets déjà là, c'est le frère qui rappelle. Donc, on veut donc dire que, pour revenir, c'est pour dire que, en réalité, le pays déjà est en faillite. Si on prend la dette elle-même, dont le budget de l'État, est-ce que tu te souviens, c'était quoi le budget de l'État en 1982? Moi, j'ai juste les chiffres de la dette. Je vais rechercher. J'ai les chiffres de la dette parce que je sais que la dette était exprimée en millions de dollars. En 1973, c'était 431 millions de dollars. Ça, c'est la dette. Elle est multipliée par 8. Elle se retrouve à 3367 à... ça, c'est la dette, hein, la dette elle-même. Oui, la dette elle-même, oui.
on doit la payer en dollars, hein, donc elle est exprimée en dollars. Elle est à 3 367 millions de dollars. C'est-à-dire, on va de 431 millions de dollars de dette à 3 367 millions de dollars de 1973 à 1983. OK. Donc, on parlait donc de l'héritage. C'est cet héritage-là c'est avec cet héritage que le président Paul Biya, en fait, il est obligé d'accepter parce que en acceptant la présidence, et ça vient avec cet héritage-là qui, en réalité, est catastrophique. Pourtant, le paradoxe, Henri, il y a un paradoxe là que tout le monde, enfin, que tous les parents ou tous ceux qui ont vécu à cette époque-là vous diront, oui, mais à cette époque-là, la vie était moins chère. On a l'impression, je suis obligé de dire ça, on a l'impression que la vie était moins chère, que le sac de ciment coûtait 1000 francs ou 500. Et d'ailleurs, dans la dernière Fosse au Lion, nous avons dit aux gens, si le sac de ciment coûtait 1000 francs à l'époque, eh bien, c'était déjà trop cher parce que c'était une élite qui pouvait se l'acheter. J'en veux pour preuve que la plupart des maisons de cette époque-là, ou de cette époque, je suis obligé de dire comme ça, sont en matériaux provisoires. Exactement. Ça veut dire que pourtant, c'était des parents qui travaillaient. Ce n'est pas parce qu'ils étaient des feignants ou bien parce qu'ils étaient moins nantis que d'autres ou bien parce qu'ils étaient des pauvres. Non, c'était des fonctionnaires, mais qui n'arrivaient donc pas à se payer ce ciment, cette tôle que tout le monde aujourd'hui, quand on regarde quand on regarde derrière le miroir, on a l'impression que la vie était belle. Alors, de cet héritage-là, qu'est-ce que le président Paul Biya va en faire? Ah. Donc, est-ce qu'il veut parler ici? Il y a une question. Oui, frère, voilà, on t'écoute. Oui, je voulais juste te poser une question à Henri parce que je suis un peu perdu. On dit qu'à l'époque d'Ahidjo, il était difficile de voler, il était difficile de détourner. Je n'arrive pas à comprendre, je veux savoir, c'est pas que je veux contredire, je veux juste savoir comment mettre la lumière, comment est-ce que sur le circuit de ces milliards que nous avons pour étouffer nos sociétés, pour étouffer notre décollage. Exactement, c'est là où j'allais venir. C'est la suite. Parce que d'abord, c'est la suite. D'abord, tu dis qu'il était difficile de voler. Moi, je vais te poser une question. Comment tu expliques? Oui. Oui. Non, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Vas-y. C'est toi qui poses la question. Non, toi, finis d'abord ta question. Oui, ma question, c'est qu'on fasse un éclairage. S'il peut nous aider à faire un éclairage sur le circuit de ces milliards. Comment est-ce que ces milliards ont enrichi les Camerounais ou alors ont enrichi les agents du colon qui avaient, parce que ce que je vois, c'est que l'État a été piégé. L'État a été piégé. On a injecté de l'argent dans des sociétés qui ont étouffé. Enfin, cet argent a étouffé des sociétés parce qu'il a bien démontré que ces sociétés n'étaient pas rentables. Et on ne peut rien faire avec des sociétés rentables. Donc, je pense que c'était un plan qui a été mis sur pied avec l'avènement du CFA. On dit, bon, voilà, ils ont demandé l'indépendance, on va leur donner l'indépendance fictive, l'indépendance factice, mais on va les contrôler avec la monnaie. Ils sont venus avec le franc CFA, et avec ce franc CFA, ils ont dans nos sociétés pour pouvoir les étouffer. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est la logique, parce que moi, je veux comprendre. Ça fait partie de la logique. Ça fait partie de la logique. J'attends qu'il ait fini sa question. Oui, non, je pense qu'il a fini sa question. C'était ça sa préoccupation. Mais je vais t'inviter aussi à aller regarder la dernière Fosse au Lion. Mais je vais laisser l'honneur à Henri de te répondre là-dessus. Et si tu as d'autres questions complémentaires, tu pourras les poser. Bon, ta question est très intelligente. Quelqu'un de normal, il va forcément réfléchir. Voilà justement, tu es en train de dire exactement ce qui se passait. Exactement. Il fallait nous surfinancer pour nous surendetter. Là, tu as raison. Et je vais expliquer comment. Puisqu'on avait une Assemblée nationale. Si tu vas prêter de l'argent et que je suis ton garant, est-ce que je vois tes dettes? Si tu prêtes de l'argent et que moi je suis garant, ça veut dire tu prêtes de l'argent dans une banque, tu dis c'est moi le garant. Est-ce que je vois tes dettes? Ben non, je ne les vois pas. Voilà, toi tu vas t'endetter. Quand tu vas t'endetter, on te demande un garant. Le garant arrive, le garant dit ok, je me porte caution
Caution. pour monsieur, pour l'emprunteur, sauf qu'il ne connaît pas l'étendue de tes dettes. Voilà. Et il ne le saura pas. Si tu rembourses tes dettes, est-ce que j'ai un impact sur moi? Allez, tu prêtes de l'argent, je suis ton garant. Si tu rembourses tes dettes, est-ce qu'il y a un impact sur moi? Non. La banque ne va s'adresser à moi que si tu ne rembourses pas. C'est là où tu es touché. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on prêtait l'argent à la SNI. Et le garant était l'État camerounais. Donc, dans les comptes de l'État, on ne voyait pas qu'on nous surendettait. C'est quand les sociétés ont commencé à tomber en faillite, une à une, alors que la SNI dit, les bailleurs de fonds disent, mais on a dit que la SNI est garantie par l'État remboursé. Et cet argent-là se retrouve alors une dette. Est-ce que tu as compris maintenant? Et c'est pour ça alors que j'avais énoncé que la SNI n'est rien d'autre qu'une société